Bienvenue dans Pourquoi tu restes, le podcast qui s'intéresse à tous les sujets. En les tournant dans tous les sens, on se pose 1000 questions, on creuse les sujets à travers nos invités, tout ça pour en savoir plus. On s'aventure tout de suite dans le sujet actuel, qui n'est autre que Paris. On va à la rencontre des régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leurs histoires, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se poser à Paris, leur quotidien et même peut-être leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question pourquoi ils restent. Dans cet épisode, on accueille Ekaterina. Dans son atelier, on découvre son chemin qui l'a menée vers Paris. Tout en sourire, elle nous raconte son art, nous partage sa philosophie et puis ce qui l'a fait vibrer là où elle est. Allons, en rentrant dans cette parenthèse, je vous laisse la découvrir, une discussion pleine de joie, il n'y a qu'à se laisser porter. Je vous souhaite un bon moment. Bonjour Ekaterina. Bonjour Sébastien. C'est bien comme ça qu'on prononce ? Si, très bien Ekaterina. Ouais. Bon, merci d'être là et d'avoir répondu un peu à mon appel pour le podcast. Avec plaisir. Et comment tu te sens aujourd'hui, toi ? Très bien, je suis très inspirée aujourd'hui. Tant mieux. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est là ? Vous êtes dans mon atelier, mon chez-moi un peu. Je suis artiste. Je brode au poids de croix. Je brode depuis déjà 22 ans. J'ai commencé à broder à l'âge de 10 ans. Ici, vous pouvez voir mes œuvres, mes portraits, un peu toutes mes séries. Ma série phare brodée, entre autres ma série Panacée, etc. Ouais. Donc c'est chez moi à Paris, dans le 7e arrondissement de Paris. Ok. Tu nous as dit un peu là qui tu étais. Tu es une artiste de broderie, pour le coup. Hein ? Tu peux nous dire un peu la différence entre broderie d'art et l'autre broderie que comme tu m'as expliqué un peu ? Je peux vous dire beaucoup par rapport à la broderie. Oui, je brode donc depuis longtemps. Et quand j'ai déménagé à Paris, il y a déjà 10 ans, j'ai commencé à faire mes études. J'ai appris le français, j'ai commencé à faire mes études à la faculté de l'histoire de l'art à la Sorbonne. Et je me rends compte qu'on ne parle pas de la broderie en tant qu'art. Et ce fait m'a un peu bouleversée, car une œuvre d'art, qu'est-ce que c'est ? C'est un fruit d'une nécessité intérieure de créer. Et pour moi, mes créations, ce que j'ai créé toute ma vie, ouais. C'était exactement ça. Donc, pour moi, la broderie, c'était une forme d'art à part entière. Et j'ai commencé à faire mes recherches. Et bien évidemment, j'ai découvert que la broderie d'art, elle est très peu représentée sur la scène de l'art contemporain et sur la scène de l'art tout court. Quelle est la différence ? Donc, la broderie d'art, les œuvres d'art brodé, ce sont des fruits d'une nécessité intérieure de créer. Et ils n'ont pas d'utilité pratique. Et elles existent, ces créations, que pour nous émerveiller, nous inspirer, nous pousser à poser des questions, trouver des réponses. Des créations de la broderie, d'artisanat, elles sont issues d'une nécessité matérielle pratique. Donc, ce sont des objets qui sont liés à notre vie quotidienne, matérielle. Ils ont cet aspect pratique. Et oui, effectivement. Des torchons, des chaussettes. La haute couture, la broderie est omniprésente dans la haute couture, par exemple. Mais est-ce que tu penses, parce que là je digresse, est-ce que tu penses qu'il y avait quand même, que, de manière inconsciente, de la broderie utilitaire qui était aussi un peu artistique ? Oui, bien évidemment. Je pense que tous les gens qui créent quelque chose, il y a toujours une partie créative, sans doute. Mais quand même, c'est un mélange. Oui, bien sûr. Alors, tu as dit que... Donc, pardon, ces brodeuses qui créent la décoration, le décor pour des robes, bien évidemment, c'est un art. C'est merveilleux, mais quand même, il y a des nuances qui distinguent ces créations des œuvres d'art pures. Ouais, bien sûr. Et alors là, je vais rebondir sur le fait que tu parlais, ça s'entend, sans doute, et tu disais que tu es russe. Est-ce que tu peux
nous faire un petit peu un bref chemin pour nous dire qu'est-ce qui t'a amené ici dans le 7e à Paris? Un hasard. Le destin. Non, vraiment, je suis en France par hasard. Je suis réfugiée politique depuis 10 ans. Je suis arrivée en France avec ma mère, avec ma sœur aînée en France. Nous avons dû quitter notre pays d'une façon rapide. Et il y a eu des billets en France, vraiment. Ouais. Et c'est très étonnant car mes parents, mon père, c'est un ingénieur chimiste et ma mère, c'est une professeure de russe. Et mon père, il a travaillé plusieurs années avec des étrangers dans les républiques soviétiques, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, avec des Français, avec des Italiens. Et lui et ma mère, ils ont été invités plusieurs fois par des Français pour y travailler en tant que chimiste. Ils refusaient toujours, ils étaient des patriotes. Et là, quand on a entendu qu'il y a des billets en France, je dis, maman, c'est un signe. Apparemment, c'est notre destin d'être en France. Et je suis arrivée, je me sens très bien en France, je suis très à l'aise. J'ai fait mes études à Moscou également pendant 5 ans et je n'étais pas bien dans la capitale russe. Or, je suis très bien à Paris. Je trouve que les Parisiens, ils sont très, très gentils. même si les Français, ils ont une autre opinion par rapport à ce sujet. Moi, je trouve les Parisiens sont très ouverts, très gentils. En tout cas, avec moi, ils étaient toujours très, très ouverts, très, très aimables, très agréables. En quelle année tu étais arrivée en France? C'était 2012 ans. Ok, d'accord. Et alors, donc, tu as habité directement à Paris? J'ai habité... Ma vie française a commencé par la gare de l'Est. Waouh! Ensuite, c'était pire encore. C'était pire. C'était pire. C'était la Courneuve. Aubervilliers. Il y a eu également le Bervilliers. Ah oui. Le problème, qu'on connaissait personne en France en arrivant et personne n'a parlé français. Par conséquent, on était obligé de parler avec des russophones, avec d'autres demandeurs d'asile. Et pour ces gens, ils nous ont dit que c'est obligatoire d'être logé dans un hôtel d'État. Okay. On appelle ça un hôtel 5-15. Okay. Quand tu ne sais pas où tu vas dormir, tu payes 5-15. D'accord. Et donc, on nous a dit que c'est un passage obligatoire afin d'obtenir un statut de réfugié. Et on appelait... d'abord, on a habité dans un hôtel. Après, dans un hôtel qu'on a payé nous-mêmes. Avec notre argent, on a eu quand même un peu... on a pu sauver en Russie un peu d'argent. Ensuite, c'était ce passage... C'était un peu un enfer pour moi, car j'ai grandi dans une famille plutôt aisée. Ouais. Mes parents, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont travaillé, je pense, pas 20 heures, mais 17 heures par jour, c'est sûr. Donc, en principe, nous avions tout ce qu'il faut. J'avais une enfance extrêmement heureuse. J'étais toujours entourée par l'amour, par le bonheur, par la glace, les robes. J'avais tout ce qu'il faut. C'est important. Ouais. Et donc là, ça change complètement. Et on commence à habiter dans 16 hôtels 5-15 avec des personnes sans domicile fixe. Ok, oui. Ah oui, tu étais dans un autre univers, là. Un autre univers que je connaissais même pas que ça existe. J'étais toujours protégée par mes parents. Là, j'ai découvert cet univers. Bah, tu sais, souvent, on dit, même en tant que Parisien, on se dit, comment les gens ils font pour arriver. Ils doivent avoir un choc aussi quand ils arrivent à Paris. Ça dépend par où ils arrivent. Ouais. Toi, tu l'as eu, le choc. J'étais assez choquée, je peux dire. Ouais. En plus, Paris, quand même, il a une autre image dans les yeux des étrangers. Évidemment. Et là, c'était vraiment un autre côté de Paris. J'étais un peu choquée. Ça a changé ma perception de vie. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à apprendre le français. On a commencé à travailler. On a mis quand même 3 ans pour obtenir les documents. C'est long. C'était notre faute. On a trouvé un avocat
russophone qui a réussi à tout perdre. Et ensuite, il a mis 3 ans, il a tout perdu. Aïe, aïe, aïe. Après, j'ai dit, je pense qu'il faut qu'on arrête à payer pour rien. On a pris le français, on est parti au tribunal et on a gagné. On a obtenu le statut sans avocat, sans traducteur, pour tous les 3. Ah, ça c'était bienvenu alors. Ça, c'était déjà... Après, c'était une autre période. On a pu enfin trouver un appartement. J'ai pu commencer mes études, j'ai commencé à travailler officiellement, etc. Donc c'était vraiment une étape très importante pour nous, un grand changement. Tu as fait des études de quoi ? L'histoire de l'art à la Sorbonne. Ah oui, directement. Oui, d'abord la première année en 2012, j'ai commencé à apprendre le français à la Sorbonne. Ensuite, j'ai mis du temps pour avoir des documents. Ensuite, j'ai repris mes études, car j'ai déjà fait mes études à Moscou, à la faculté des lettres, à l'université pédagogique. Donc ensuite, j'ai changé. J'ai compris que l'art, c'est tout pour moi. Il faut que je vraiment lie ma vie à l'art. En plus, quand je faisais mes études à Moscou, je passais souvent par le musée, par une station où se trouvait le musée de Pouchkine, où se trouve la plus grande collection des impressionnistes. Okay. Et très souvent, je n'ai pas pu aller jusqu'à mon université. J'ai passé mes journées à ce musée, en admirant les tableaux des impressionnistes. Et je pensais que il faut que, si je suis là dans Paris, dans la ville des impressionnistes, il faut que j'apprenne un peu plus. Ouais. Et aujourd'hui, et donc après, tu es après donc à la Sorbonne, tu as fait tes études. Toi, t'habitais toute seule ou tu étais encore avec tes parents et comment ça a évolué? D'abord, on a habité toutes les 3. En plus, ma sœur, elle a 2 garçons. On vivait 5. Okay. Ensuite, quand on a obtenu nos documents, ma sœur a pu trouver une maison en Dordogne. Ah oui. C'est une région qui ressemble beaucoup à notre région natale, la région de Krasnodar en Russie. Okay. C'est dans le sud de la Russie, près de la mer Noire. Ah, d'accord. Ma sœur, elle a déménagé. Elle adore la nature, les forêts. C'est le paradis pour elle. C'est très beau la Dordogne. Oui. Donc, je suis restée avec ma mère. On habitait avec ma mère dans un appartement. On a changé plusieurs appartements. On a habité à Alfortville. Ça, c'est amusant. Je n'ai jamais eu de problème avec des Français, avec des propriétaires des appartements français. En revanche, ah ouais. on a eu des problèmes avec des propriétaires des appartements de nos compatriotes, on va dire. Oui, Alfortville, c'est très amusant cette histoire. Très souvent. Je t'écoute. Très souvent, c'était une famille arménienne. Ils ont obtenu 2 appartements d'État, des HLM, et ils ont pris un appartement pour eux. Ils vivaient tous ensemble dans un appartement, et l'autre appartement, ils le louaient. C'est un peu hors la loi. Ça arrive. Et on a eu des problèmes en partant. Il n'a pas pu nous rendre notre caution. Salut, Karim, je crois qu'il s'appelait. Okay. Si tu nous entends, je me souviens très bien. Et après, on est parti à Rungis. Okay. On a vécu à Rungis. Ça fait pas mal d'étapes déjà. Après, on a vécu à Courbevoie. Là, c'est déjà plus agréable. Oui, on a fait un petit tour. C'est un peu plus agréable, oui. C'est plus agréable, Courbevoie. Ensuite, j'ai trouvé un appartement à la Porte Maillot, près des Ternes. Mm-hmm. C'était très agréable, j'ai adoré ce quartier. Mais c'était un petit studio, et vu que j'ai commencé à créer des tableaux... Là, tu étais toute seule?
J'étais avec ma mère. Avec ta et avec un chat en plus. Et après, on m'a offert un chat. Je n'ai pas pu refuser car j'adore les animaux, les chats, les chiens. Je comprends. Et j'ai pris un chat et on était 3. Donc, on était 3 avec mon chat qui s'appelle Antoine. Bientôt, c'est son anniversaire d'ailleurs. Ah, bon anniversaire, Antoine. Et ensuite, par hasard, j'ai trouvé un autre appartement plus grand dans le 14e arrondissement. C'était une famille américaine. Ils étaient très agréables. On a vécu dans le 14e arrondissement. C'était rue Ernest Cresson, près de la rue Daguerre, une rue très animée. Oui. C'était très pratique. Tout est prêt également. J'adore me promener à pied. Si je me déplace à Paris, je préfère aller à pied. Mm-hmm. C'était pratique pour moi. Après, ma mère, elle est partie. Elle adore également la nature. Ce n'est pas du tout une citadine, même si elle adore Paris, par rapport à Moscou également. Okay. Elle préfère Paris, aussi comme moi. Elle est très bien et pourtant, les forêts, c'est mieux. Donc, il y a 2 ans, elle a déménagé dans la forêt. Elle habite actuellement près de Tours. Moi, je suis restée seule. C'était un appartement un peu grand pour moi. Ouais. Elle est partie avec un chat en plus. Donc, je suis restée seule et j'ai décidé de trouver un autre appartement. Et par hasard, je trouve cet appartement. Donc, ça fait 1 an et demi que j'habite dans cet appartement. Par hasard, je trouve un autre appartement dans le 7e arrondissement qui me correspond très bien, qui me convient très bien. Tout est à côté. Les musées, j'adore les musées. Ouais. Le musée d'Orsay, juste à l'angle, le musée d'Aristide Mailleul. Oui. En plus, le musée qui a été créé par Dina Verny, qui est lié à la Russie, qui est d'origine de l'Empire russe. Ah, Dina Verny. C'est une bonne information, ça. Ok. Et aujourd'hui, c'est ton atelier et ton chez-toi. C'est mon atelier, mon chez-moi. Très souvent, je montre mes œuvres, mes créations ici aux galéristes, aux journalistes. On passe souvent des interviews ici. Là, récemment, juste la semaine dernière, on a fait une petite interview. C'est pratique, je peux montrer tout. Bah oui, c'est vrai. Et c'est très bien. L'appartement est très bien placé pour tout le monde. Génial. L'emplacement est très bien pour tout le monde. Donc aujourd'hui, tu as pas mal parcouru la région parisienne et Paris. Et tu aimes Paris. C'est ta ville aujourd'hui. J'adore. Ouais. Je suis mais c'est une ville qui est 10 fois plus petite que Moscou. C'est vrai que Moscou pour moi, c'est vraiment un petit village, mais qui a quand même une histoire. C'est un musée à ciel ouvert. Tout est là et en même temps, il est petit. Il y a une histoire riche. Tu trouves ton équilibre? Là, j'ai trouvé mon équilibre, tout à fait. Et le quartier, il y a une vie de quartier, tes voisins, ils te connaissent, tu les connais. Est-ce qu'il y a un rapport à l'autre où on sait qui est qui un peu dans ton quartier là? Par rapport à la vie de quartier, je connais, juste à côté de chez moi, il y a une galerie Mona Lisa. J'ai fait connaissance avec la galeriste. C'est une femme très charmante. On a discuté. Elle a adoré la broderie également. Peut-être on va organiser quelque chose. Mais pour le moment, tout est chargé. Le programme est déjà chargé pour sa galerie. Pour 2023 même déjà. Ah oui. Donc il faut attendre. Donc je connais mes voisins en face où j'achète du pain, etc. Ouais. Après, les fleuristes. J'aime bien acheter des fleurs ici. Donc, je connais des fleuristes. Par rapport aux voisins, je connais Katrina. C'est très amusant parce que parfois, des gens, ils se trompent. Ils cherchent Katrina. Donc, ils cherchent moi chez elle. Elle cherche cette dame finlandaise en tapant à ma porte. D'accord. C'est une femme également très agréable qui a une amie qui créait des bijoux avec la broderie. Elle crée des bijoux. D'ailleurs, la boutique se trouve juste à côté également. D'accord. Rue Grenelle, je crois. Ce sont des bijoux avec des nuances brodées au poids de croix.
Ah ouais. Je pense que c'était un signe. Énorme. Et là, tu me parles de finlandaise, quoi. Moi, je trouvais en baladant dans la rue qu'il y avait beaucoup de nationalités dans le quartier. Est-ce que c'est que les touristes ou il y a beaucoup quand même de personnes qui habitent ici et qui sont de plusieurs nationalités? Tu vois, j'entends souvent parler anglais ou même d'autres langues d'ailleurs, tu vois. Est-ce que tu sais ça si... Je pense que, vu qu'il s'agit quand même un quartier, un lieu un peu touristique, il y a des musées autour de nous, après Saint-Germain, Raspail, etc. Donc c'est un lieu touristique, il y a des touristes, mais sans doute il y a également des Parisiens d'origine étrangère. Juste à côté de chez moi, d'ailleurs, il y a la deuxième femme, je crois, de mon ami français Bertrand, qui est un cinéaste. Il parle. D'ailleurs, c'est l'un de mes premiers amis français à Paris. Et il parle russe très bien. Il adore la Russie. Il a fait quelques documentaires sur l'histoire du ballet russe, du théâtre russe, après de l'opéra ukrainien. Et sa deuxième femme était russe, avec laquelle il a une fille, et ils habitent juste à côté. D'accord. Vraiment, juste le numéro suivant. Ah ouais, super. Donc là, il y a des Russes, il y a des Chinois, également des Finlandais là, dans cet immeuble. Ouais. Beaucoup de Français aussi. Il existe. Et Encore. justement, le cercle d'amis, est-ce que au fil du temps, tu trouves que c'était dur au début de te faire des amis ou de faire des connaissances, ou ça a été à travers les études, après, et à travers ton métier aujourd'hui, par rapport Au début, c'était bien évidemment un peu compliqué vu que je ne parlais pas français. Du coup, j'ai commencé à cibler des Français qui parlent russe. Ouais. Et j'ai réussi à trouver quelques-uns quand même. Après, c'était des russophones. Ensuite, au fil du temps, bien évidemment, j'ai commencé à développer mes activités, mon activité. J'ai commencé à rencontrer des gens et je garde toujours ces amis. Là, j'ai des amis que je connais depuis 10 ans, 8 ans, 7 ans. Et après, il y a toujours de nouvelles arrivées. Ouais. Oui. J'ai fait quand même beaucoup de choses. J'ai travaillé avec un traducteur assermenté quand j'ai commencé à comprendre le français. Ouais. Après, je fais également des animations pour les enfants. J'ai créé une association, on faisait des goûters d'anniversaire gratuits pour les enfants. Quand je me suis rendu compte que c'est assez cher d'organiser une vraie fête pour les enfants. Et pourtant, je pense que nous avons tous besoin d'une fête. C'est obligatoire. J'adore. Quand tu te réveilles, tu vois des ballons, des cadeaux, c'est génial. Tellement t'adores ça. Et surtout, il faut le faire quand nous sommes petits. Nous avons vraiment besoin de cette fête. Et c'était assez cher et j'ai décidé qu'il faut faire une association pour faire ça gratuit. J'ai trouvé une femme qui nous faisait des gâteaux gratuits, personnalisés. C'était merveilleux chaque fois. C'était des gâteaux en forme, des poupées, des jouets, des ballons, etc. etc. Après, moi, je faisais des tours de magie. Je sais faire des sculptures sur ballon. Ah oui. Si quelqu'un a besoin. Le maquillage, c'était très amusant. Bien évidemment, je cherchais des gens, je cherchais des partenaires, je faisais des connaissances. Même une fois, on organisait un partenariat avec le maire du 17e arrondissement, quand j'habitais dans le 17e arrondissement. Et justement, j'allais te demander comment est-ce que tu fais partie d'associations, quelles sont tes activités autres en fait que ton art, que de produire de la broderie, quoi. Parce que peut-être que les gens ils peuvent penser que les artistes ils font que ça, tu vois. Mais il y a une vie à côté, quoi. C'est un métier aussi. Et, L'artiste, je pense que je serais peut-être d'accord avec des gens qui disent que l'artiste, il ne fait que ça. Récemment, je regardais un documentaire sur Léonard de Vinci. ouais. Vinci, en prononce. Oui, en français, tu dis Léonard de Vinci. Ouais. De Vinci. Et lui, il dit que l'artiste, il travaille tout le temps, même s'il ne tient pas le pinceau dans ses mains. Donc, on travaille tout le temps en tant qu'artiste, mais ça peut être un parallèle avec des activités accessoires, comme le travail. Et je fais partie des associations. Par exemple, là, cette association, la Fête du Monde, c'était moi qui l'ai créée. Après, je faisais partie d'une association de l'escrime artistique. On a fait un petit spectacle
avec mes amis et d'autres personnes. Il y a des Français et des Russes. C'était il y a quelques années. Ensuite, j'ai participé également aux activités d'une association Isabelle a dit, dont le but est de donner parole aux femmes qui subissent, aux femmes qui ont des problèmes qui ont subi des choses psychologiques, dans leur vie. tout à fait. C'était très intéressant. D'ailleurs, une fois, j'étais présente à une conférence avec une femme qui vivait dans la rue pendant 20 ans. C'était une Française. Et après, elle a pris la décision d'arrêter. Elle a écrit un livre sur son parcours qui a été traduit sur plusieurs langues. J'étais impressionnée par cette personne. Après, d'autres associations, je pense que c'est tout. Mais sinon, qu'est-ce que je fais ? Je fais le théâtre. Jeudi, dimanche prochain, ce sera mes spectacles. Ah ouais? Ouais. C'est un studio Muller. Je faisais toujours du théâtre. J'adore, je me sens bien sur la scène. Et en fait, je pense que je ne distingue pas forcément la vie et le théâtre. Ok. Tu trouves que c'est une continuité? Oui. Et je faisais du théâtre en Russie. Ensuite, là, cette année, j'ai décidé de reprendre. Et je suis le cours de théâtre à Studio Muller. Okay. Et bientôt, on aura notre spectacle de fin d'année. Ce sera un spectacle composé de 12 pièces différentes. Tchekhov, Sacha Guitry, Duras, Marguerite Duras, entre autres. Ça va être un beau mélange de genres, tout ça. Oui, je vais jouer un homme qui courtise une femme. Ça change. Ah oui, super. Donc, bien évidemment, je découvre des gens, je tisse mes liens. Après, je les garde. Je pense ça comme ça, mais est-ce qu'au début, tu t'es dit ça va peut-être être, comment dire, ça va être une épreuve ou un truc à passer parce que la langue française sur scène ou quoi, ou des choses comme ça, non? Non, tu te sens tellement bien que en fait tout. Je me sens tellement bien. Après tout ce que j'ai vécu, je me sens tellement bien. Non, c'est clair, je comprends. Je pense que peut-être il y a des moments où je suis un peu gênée, mais c'est un défi. Bah oui. Et de toute façon, j'ai envie de le faire, donc je m'investis, je fonce. Je pense qu'on arrive toujours au but si on a vraiment envie. On fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas grave, 100 fois. Après, on va réussir, c'est sûr. Là, en ce moment, j'ai un problème avec le français, avec un mot assiduité. Ah oui. Il y a une phrase de Sacha Guitry. J'ai un peu mal, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes textes et tout, il faut s'habituer. Et comment tu te déplaces donc à Paris? Tu disais tu marches beaucoup. Est-ce que tu utilises aussi tu fais du métro, du vélo, peut-être plein de choses? Comment? J'adore me déplacer à pied car je découvre des gens, des Parisiens. J'ai déjà dit c'est un musée à ciel ouvert, donc je profite de ce musée. J'adore l'architecture, après ça change tellement dans chaque quartier, c'est différent. Je préfère me déplacer à pied. Après, j'utilise le métro également, parfois, quand je suis peut-être pressée. Après, j'utilise bien évidemment un Uber, c'est pratique. Vélo, pas encore, mais j'ai très envie. Ça me renvoie à mon enfance. Ah oui. J'adore. J'ai déjà regardé qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les passes Vélib. J'ai presque déjà enregistré cette application. Donc, on peut dire que je suis presque en train d'utiliser un vélo. Mais sinon, après, on a utilisé avec mes amis des trottinettes également. Ok. Des trottinettes électriques. Ça va? Tu t'es senti bien dessus? Parfois, j'étais un peu stressée parfois, mais ça va. Ouais. On n'a jamais eu de problème. Ouais. Et pour s'amener un peu vers la fin, mais tu te sens bien donc à Paris et tu t'y vois pas. Tu te sens comme une Parisienne aujourd'hui?
C'est une question un peu délicate. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est d'être une Parisienne? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Je c'est te pose la d'être question une aussi. Parisienne? Je pense que je vais me sentir toujours une Russe, Ouais. mais qui est liée à Paris et qui se sent bien à Paris. Ouais. Et puis évidemment, je vais rester, je pense, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va passer demain, après-demain, bien évidemment. Mais pour moi, je veux bien rester à Paris. Je me sens très bien. J'aime bien les Parisiens, j'aime bien les Français. Je suis très reconnaissante à ce peuple, à ce pays où je peux renaître. Et j'essaie d'être utile à Paris. Je pense que je pourrais être utile, donc C'est bien. je pense que je vais rester à Paris. Mais je veux bien avoir une petite maison quand même à côté de Paris. Donc un appartement idéalement, je veux bien avoir un appartement plus grand. Le quartier, ça me va très bien. Il y a tout ce qu'il faut, les musées, des galeries. Ensuite, quand même pas forcément une petite, une maison. Ah oui. Une maison près de Paris, quand même, pour se déconnecter de temps en temps du bruit. Oui. De Paris. Tu vas chercher. Où est-ce que tu irais chercher le silence ou la tranquillité, je ne sais pas, à Paris, dans les rues, là? Est-ce que tu le cherches jamais, peut-être? Je me sens extrêmement bien dans les musées. Et en plus, il n'y a pas de bruit dans les musées. Il y a le silence. J'adore visiter les musées. C'est vraiment, pour moi, c'est comme une église. Oui. Je visite également des églises. Je me sens très bien dans des églises où il n'y a pas de bruit. Donc, si j'ai vraiment besoin de me déconnecter du bruit parisien, des êtres humains de manière générale, je vais soit dans les musées, soit dans des églises. Place Saint-Sulpice, il y a une église sublime où je me sens très bien. Sinon, si j'ai besoin de me connecter au terrain, à la terre, je vais dans les parcs. Parfois, juste à côté, le jardin de Luxembourg, bien évidemment, c'est un peu trop chargé. Mais ça arrive que, par exemple, si tu vas à 8 heures du matin, il n'y a pas beaucoup de gens. On peut profiter de la nature. Dans les forêts, le bois de Boulogne. Oui. Il faut profiter des espaces verts. Tout à fait. Tu connais un petit peu, et en fait, la France également, là, tu parles d'avoir une maison peut-être, mais à côté de Paris ou en campagne. Ça pourrait être plus loin aussi, quand même? Oui. Une deuxième maison peut se trouver à Cannes, on va dire. Bien évidemment, j'ai découvert un peu la France. J'ai été en Dordogne, où habite ma mère. Ensuite, Touraine, où il y a ma mère. Ensuite, j'étais dans le sud, bien évidemment, Marseille, Cannes, Nice. J'étais en Corse, l'île de Beauté, bien évidemment. Je l'ai visitée. Elle porte bien son nom, l'île de Beauté. Ensuite, où j'étais en Normandie également. J'ai visité le parc Le Biron, merveilleux. Ah oui, tu as eu la chance, oui. Oui, très beau. À Avignon, à côté. Entre autres, après peut-être les Vosges, bien évidemment, où se trouve mon tableau. J'ai adoré cette région et des gens, ils étaient très aimables, très agréables. Ouais. J'ai de la chance, je rencontre des gens qui sont, qui sont excellents. Ouais, c'est une chance, hein. On aime bien évoluer dans c'est bon d'évoluer dans ce climat-là. Là. Et ben, quelqu'un qui arriverait des Vosges, qui arriverait de Marseille ou d'un autre pays, qu'est-ce que tu lui conseillerais quand il arrive à Paris pour la première fois? Il va y habiter et qu'est-ce que tu lui conseillerais pour bien se faire la vie parisienne? Je pense que je conseillerais de profiter, profiter de Paris, de se focaliser surtout sur des choses positives. Qu'il ne faut pas chercher des choses négatives, il faut se focaliser sur des choses positives. Et à Paris, il y a autant de choses positives, il y a autant de joie à Paris. Bon. Ah oui. Bien évidemment, je pense que je peux prévenir qu'il y a parfois des travaux un peu partout. Parfois, c'est un peu sale. Parfois, on voit des rats. Mais ça passe, c'est pas grave. Aussi bien que tu rappelles ces points-là qui sont une réalité aussi. Oui, il y a des quartiers, par exemple à Barbès, c'est un peu
sale. Ça peut être un peu dangereux. Mais il faut se focaliser sur la joie, sur des choses positives. Et s'il y a quelque chose qui t'arrive, si t'arrive quelque chose de mal, il ne faut pas oublier que ça va passer. Une fois, par exemple, avec moi, bien évidemment, ça arrive des choses négatives avec moi. Une fois, par exemple, je viens d'acheter mon téléphone portable. Et on m'a prévenu qu'il faut que tu fasses attention dans le métro, par exemple. Sinon, ne mets pas dans les poches derrière, etc. Et bien évidemment, Qu'est-ce que tu as fait? et bien évidemment, j'ai mis dans ma poche derrière mon téléphone et j'étais en train de parler avec une amie, avec des écouteurs. Et au moment donné, je me rends compte que je n'entends plus mon amie. Et je vois, c'était dans le métro à Châtelet, où il y a beaucoup de passages. Je me tourne tout de suite et je vois un monsieur à l'air pire perdu juste derrière moi. Et j'ai compris tout de suite que c'était lui. Et je me suis adressée à lui. J'ai dit, monsieur, vous venez de voler mon téléphone, rendez-le-moi s'il vous plaît. C'est pas gentil de votre part. Et bien évidemment, il était perdu. Je pense que, je sais pas, peut-être c'était quelqu'un qui vient de lancer sa carrière d'un voleur. Mais il a été très gêné par moi. Par ta remarque ou en fait que tu lui parles par ma manière de parler, par ma manière d'être sûre que c'est lui. Et figurez-vous qu'il m'a rendu mon téléphone. Ça, c'est une bonne anecdote. Mais j'étais sûre que j'ai raison et que je me focalise sur des choses bien. Il va me rendre mon téléphone et voilà. Ah, mais tu as eu raison. Mais j'ai insisté. Il faut insister sur des choses positives. Oui, il faut un peu se battre aussi, un peu, parfois sur des choses. Et il y a cette personne qui arriverait, en fait, si tu devais lui dire un lieu que tu trouverais l'idéal parisien, il serait où, en fait, dans Paris? Pour vivre ou pour se ressourcer? Pour se ressourcer, je dirais. Tu vois, où, tiens, s'il y a juste un lieu où je devrais sortir de mon appartement et y aller et me poser, où est-ce que j'irais? Ça dépend beaucoup de la personnalité, quand même, de l'individu. Et de ta personnalité, par exemple. Tu irais où, toi? Mais même moi, c'est différent. Ah. Je pense que des musées, bien évidemment. En tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux conseiller? Des musées, des églises. Après, il y a des clubs de poètes, par exemple. Ça, c'est une très belle... C'est un très bon moyen de se ressourcer, de se plonger dans cette époque du début du XXe siècle. Il y a juste à côté de chez moi, dans le 7e arrondissement, il y a un club de poètes, peut-être, tu as entendu, de Bourgogne. Oui. Il y a vraiment l'atmosphère du début du XXe siècle que le club a été créé. C'est passionnant et parfois, j'y vais pour me ressourcer, pour retrouver cette ambiance C'est intéressant ça, ouais. poétique. Il y a eu plusieurs poètes, il y a eu Aragon, entre autres, Braque, je crois également. Et c'est marrant parce que pour finir, j'allais te demander si tu avais un bar, un café à conseiller, un endroit où tu vas peut-être souvent, où tu retrouves tes amis, je sais pas. Il y a une histoire pas très agréable également. Je ne vais pas raconter, je me focalise sur des choses positives. Donc, j'aime bien aller, par exemple, au café, au club de poètes. Ensuite, j'aime bien prendre mes verres dans un bar dans le 6e arrondissement. J'ai oublié son nom, il s'appelle par A. Ok. Désolée. Tu viens de la rue peut-être? C'est pas très loin de la rue Mazarine. Ah, déjà c'est pas mal. Voilà, donc la rue Mazarine, c'est une rue très inspirante où il y a des bars avec des cocktails. Il y a un cocktail Mazarine. Ça me parle. Ah oui, je vois. Ça me parle. Ensuite, j'aime bien également... Silencio. Mais ça, c'est une boîte, je pense... Oui. Un peu fermé, mais un peu entré. C'est très inspirant. En plus, c'est un club de nuit, une boîte de nuit,
Mais il y a des programmes, il y a des animations, parfois il y a des artistes, des expositions également. J'aime bien l'ambiance de ce bar, de cette boîte de nuit de David Lynch. Ensuite, écoutez Castel. Si vous avez le temps, il faut aller à Castel. C'est une boîte, c'est un restaurant également très réputé où il y a l'histoire de Paris. Il est absorbé l'histoire des nuits parisiennes. Et quand on rentre, on est imprégné de l'histoire. Je pense, ce que j'ai ressenti. Castel, ensuite des terrasses. Près de la place des Ternes, il y a un café Dada. Il faut aller également. C'est un café très réputé, très connu dans le quartier. Il y a beaucoup de gens qui y vont. C'est toujours très agréable d'y aller. C'est intéressant, toutes ces... Tu en as une autre, là? Tu allais dire autre chose ou... Après, bien évidemment, je connais des autres, comme pas très loin de chez moi, Café de Fleurs. Bien évidemment, c'est connu. Les Deux Magots. Après, Lippe, Brasserie Lippe, qui est très... c'est également un endroit emblématique de Paris. Ensuite, la Coupole. Il y a évidemment... C'est les endroits où tu vas te poser? Je vais de temps en temps. Parfois, j'ai des rendez-vous avec des gens du milieu artistique. Assez souvent, on fixe des rendez-vous dans ces lieux. Non, pas à Castel, bien évidemment. C'est plutôt juste pour sortir. Mais vous savez, une fois, j'ai réussi à vendre mon NFT lors d'une soirée à Castel. Oui, j'ai créé la broderie digitale. Ah oui, sympa. J'adore ça. Donc, j'ai réussi à vendre. Donc, ça arrive. Merci d'avoir consacré ton temps, Katharina, pour ce petit podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, merci beaucoup à vous. C'est cool. Merci. Merci. À plus tard. À plus tard. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre. Merci d'être arrivé jusque-là et bien sûr pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement et pourquoi pas à suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze. Moi, c'est Sébastien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. C'était Pourquoi tu restes ?